9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vous écoutez Taxi FM, musique, sport, information. Toutes vos passions sont forcément sur Taxi FM. Taxi Presse. Retrouvez tous les jours de 11h à 12h45 Eric Gatan et ses confrères à bord du taxi de la mi-journée. Informations exclusives et coulisses de l'actualité tout azimut. Nos éditorialistes décryptent et commentent l'univers de l'actualité sans concession et sans langue de bois. Taxi Presse, tous les jours de 11h à 12h30 avec Eric Gatan. Taxi Presse. Taxi FM. C'est une fenêtre ouverte sur l'actualité d'ici et d'ailleurs. Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous retrouver ce matin. Taxi Presse de ce mercredi, ce sera avec Olivier Adja, le patron de l'agence de presse Afripresse, Tchakala Aliro, le patron de l'hebdomadaire Courrier de la République, Sam Diabo, le patron du journal L'éveil de la Nation, et Isidore Akolor, le patron du journal Actu Express, avec qui nous reviendrons sur les prochaines discussions. Au Togo, la longue tradition du dialogue, quelle résolution consensuelle de la crise? Nous reviendrons sur le sujet, l'actualité aussi ce matin. C'est cette sortie de Gilles-Chris Olympio hier, le revoir du patriarche. Gilles-Chris Olympio qui demande à Faure Gnassingbé de ne plus être candidat en 2020. Quelles conséquences tout cela aura sur la crise actuelle au Togo? Nous reviendrons sur le sujet. Un petit peu aussi sur la visite de Faure Gnassingbé dans le septentrion le week-end dernier. Le président de la République qui joue à l'apaisement. Les militaires semblent replier petit à petit dans la ville de Sokodé. Quid de Bafilo? On va y revenir tout à l'heure. Taxi Presse. Retour en studio avec mes confrères avant de revenir à eux, juste vous donner une idée des journaux qui sont dans les kiosques ce matin. On en a longuement parlé le matin. Il y a le confrère Actu Express qui est dans les kiosques, le quotidien Liberté également, l'hebdomadaire La Dépêche, il y a l'Audience qui est aussi dans les kiosques, Focus Info également, le Dialogue, il y a le journal Libération, le Libéral, Dunia, Le Monde est aussi dans les kiosques, le journal, le tri hebdomadaire, le Nouvelliste, le Patriote est aussi dans les kiosques. Vous avez le journal, le bimensuel, l'équipe sportive. Vous pouvez également jeter un coup d'œil sur les sites d'information comme afripresse.info, gapola.net ou le www.radiotaxifm.com ou le www.taxifm.tg. Taxi Presse. Avec mes confrères en studio, bonjour Tchakala Aliro. Oui, bonjour grand citoyen d'État Eric et bonjour à toutes et à tous. Vous allez bien? Comme un charme. Ah d'accord, oui. Merci d'être avec nous ce matin. Sam Diabo, bonjour. Bonjour Eric, bonjour à toutes et à tous. Olivier Adja, le patron de l'agence de presse Afripresse. Bonjour Olivier. Oui, bonjour cher grand citoyen d'État Eric et bonjour à tous ceux qui sont à l'écoute, surtout fidèles
du taxi. Et comment il Vous avez le rein solide ce matin. Ah, on dirait. Ah ouais. Bonjour mon grand citoyen d'État Isidore Akolo. Bonjour Eric, bonjour à toutes et à tous et à tous les passagers du taxi. Et l'information principale depuis hier, à pareille heure, Gilles Christ Olympio devant la presse annonçait qu'il ne sera plus, en tout cas qu'il quitte la scène politique togolaise. Olivier, vous êtes le premier à peu près journaliste à balancer l'information avant même que la conférence de presse n'ait lieu, c'est ça? Oui, c'est la force de frappe de l'agence de presse Afrique Presse pour laquelle je travaille. Ça, je vous applaudis parce que vous avez gardé le secret puisque beaucoup de personnes étaient au courant, mais personne n'a voulu parler, sauf vous. Bien sûr, comme d'habitude. C'était ça la condition? Oh non, de toutes les façons, il faut dire que c'est une information qui était dans les tuyaux depuis quelques jours et il fallait en tout cas l'annoncer. On a attendu donc le jour J pour pouvoir le faire. Et derrière tout ça, il y a beaucoup ce matin que vous allez sur le site de l'agence de presse. Nous mettons un autre papier qui dit que voici ceux qui ont convaincu Gilles Christ Olympio à divorcer donc avec UNIR. Et vous aurez en réalité les coulisses et l'exclusivité de comment cette affaire-là a commencé jusqu'à ce que... C'est vrai que votre papier est sur le site depuis quelques heures maintenant et beaucoup l'ont partagé, beaucoup l'ont lu. Je pense que vous battez le record de lecture ce matin, je peux vous l'assurer parce que j'ai fait le tour quand même des sites. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Dites-nous avant de lancer le débat, qu'est-ce qui s'est passé réellement? Pourquoi un beau matin, Gilles Christ Olympio, qui est allé armes et bagages s'allier à Faure Gnassingbé en 2010, sort un matin à 11h pour nous dire que bah, écoutez, ça n'a pas marché et je me retire. Non, je crois que Gilles Christ Olympio, quoi qu'on dise, a fait preuve de grande sagesse. Et ça n'honore que son âge parce que moi j'ai eu l'occasion de le dire plusieurs fois ici que c'est un acteur incontournable de la crise et ce divorce devait intervenir depuis des mois voire des années, mais il a toujours donné de la chance donc à la discussion, à la négociation et à la sagesse de ses partenaires d'en face, et il se disait qu'ils allaient donc se rattraper et pouvoir mettre en application les clauses de leur accord. Et il a eu à rencontrer le chef de l'État il y a quelques semaines, voire quelques mois. Et tout ce qu'il a dit hier, il lui a répété. Il lui a dit ça avant. Bien sûr. Il a dit à Faure Gnassingbé de quitter le pouvoir en 2020. Il lui a dit cela, il lui a répété vis-à-vis, en lui disant qu'il n'a rien contre lui en tant que président. Il a estimé que Faure Gnassingbé était un homme sage et intelligent, un jeune. Surtout son fils. Un jeune qu'il aime bien, mais par rapport à un certain nombre de choses qu'il lui a expliquées, et il lui a conseillé donc de faire un effort pour ne pas se représenter en 2020. Toutefois, il aura encore la chance de revenir pour les années à venir. Et le chef de l'État quand même a promis de lui revenir. Je crois que c'est ce qui a manqué. Donc un retour. Et derrière, il y a la famille de Gilles Christ Olympio qui voulaient arrêter avec cet accord parce qu'ils estimaient que voilà, ils ont été roulés. La famille politique ou bien la famille biologique? Non, biologique, bien sûr. Biologique d'abord. Biologique. Et au-delà de tout, il y a aussi la famille politique, et nous avons cité des notes dans notre papier, qui aussi voulaient, sachant que le vieux était proche donc de sa retraite, voulait reprendre la tête du parti et estimait que ça passera. La renaissance de ce parti passera par ce geste qu'il a posé hier. Pendant ce temps, au sein du parti, il y a aussi un groupe qui n'était pas d'accord. Donc il y avait ce que nous avons appelé un clan ou bien des clans qui se menaient une guerre pour pouvoir convaincre Gilles Christ Olympio, mais qui a fini par basculer avec le soutien ou l'apport de sa famille biologique, qui a fini par prendre cette décision. Sam Diabo, comment est-ce que vous ne lui avez pas donné la parole de nous dire bonjour? Si, j'ai déjà dit bonjour. De façon éclair. Après toi, c'est moi, j'ai dit bonjour aux auditeurs. Entre-temps, il a disparu d'esprit. Ah oui. Tu sais, les gens de Bafilo, ils sont forts dans la disparition. D'accord. Sam Diabo, comment est-ce que vous appréciez cette sortie de Gilles Christ Olympio? Il annonce sa retraite politique, ce n'est pas assez grave, mais quand il dit Faure Gnassingbé doit quitter le pouvoir en 2020, et ça, beaucoup commentent ça. Oui, Gilles Christ Olympio a donné un coup de tonnerre dans un ciel serein
parce que entre lui et le parti au pouvoir, c'était le moment des noces. Après la signature de leur accord, il y a un certain nombre de choses que le pouvoir, à l'époque, le RPT devrait lui concéder, notamment des postes ministériels, des postes de direction générale dans les sociétés d'État, des postes de préfet, directeur de cabinet. Il y avait un certain nombre d'avantages qui devraient revenir à Gilles-Christ Olympio, parce qu'il acceptait de mettre de côté la lutte politique qu'il avait engagée avec Feu Gnassingbé Eyadema et qui avait contribué à retarder le Togo sur le plan démocratique. Vous savez que à l'époque, Gilles-Christ Olympio, quoi qu'on dise aujourd'hui de lui, il était charismatique. Quand il quittait l'Angleterre pour venir à Lomé via le Ghana, on ne va plus refaire l'histoire. Mais c'est quelqu'un qui a fondamentalement marqué la vie politique de notre nation. Alors, aujourd'hui, il décide de mettre fin à sa carrière politique. Moi, j'allais dire que c'est un peu tard, mais comme les Togolais me le disent, il n'est jamais tard de bien faire. Mais au soir de son combat politique, Gilles-Christ Olympio se décide de se retirer. Mais en même temps, en ce qui concerne l'accord qu'il a signé avec le RPT, beaucoup ont estimé que l'accord avait été caduc à partir du moment où le RPT a basculé vers UNIR. Donc les gens de la mouvance présidentielle avaient beaucoup de raisons pour dire que bon, il n'y avait plus d'accord qui liait le parti de Gilles-Christ Olympio et la mouvance présidentielle. Mais aujourd'hui, quand il va loin pour demander à Faure Gnassingbé de ne pas se représenter en 2020, je crois que ça reste un avis d'un père à un fils. Peut-être c'est à partir de la lecture qu'il fait de la situation politique, et vu comment la tension monte à chaque fois que l'opposition met dans la tête des Togolais. Bon, ce n'est pas une nouveauté, mais c'est un rappel. Quand l'opposition rappelle aux Togolais que cela fait 50 ans que vous êtes dirigé par une même famille, ça entraîne un déclic dans la tête des Togolais. Et à chaque fois qu'on rappelle ça aux militants, ça galvanise davantage les troupes. Et donc, considérer qu'en 2020, Faure Gnassingbé va postuler pour un nouveau mandat de 5 ans, plus les mandats antérieurs de son feu père et de lui-même, quand on fait le compte, ça devient un peu exorbitant. Oui, ça fera 53 ans. 53 ans. Donc, je crois que c'est un conseil de raison que Gilles-Christ vient de donner à Faure. Logiquement, la candidature de Faure en 2020 ne relève pas que de lui. Il y a sa famille politique qui peut aussi lui demander d'être candidat. Peut-être que c'est le meilleur qui pourra défendre les couleurs de son parti. Mais en même temps, lui aussi, il peut se dire, bon, compte tenu de ce que les Togolais ont enduré, compte tenu du passé, avec mon père et moi-même, et vu la tension politique, il serait souhaitable pour moi-même. Il peut se décider de se représenter ou de ne pas se représenter. Mais la vie de Gilles-Christ Olympio, qui lui demande de se retirer, tout ça là, Faure Gnassingbé aura le temps d'analyser. Il peut concerter, comment ils appellent ça, le comité des sages de son parti. Il peut concerter les militants de première heure de son parti et il pourra en décider. Mais moi, je voudrais revenir sur la décision de Gilles-Christ Olympio de quitter la scène politique. Alors, quand il quitte la scène politique... Visiblement, il a été déçu par les résultats de l'accord avec Faure Gnassingbé. Oui, mais les résultats sont sur le terrain. Vous voyez qu'il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent du côté de l'UFC. Il a reconnu que ça a été un échec. Hier, devant la presse, il a dit que c'est un échec. Ça a été un échec parce qu'en réalité, quand il signait l'accord, là, c'était d'amener le pays vers une alternance pacifique. Alors, beaucoup avaient estimé que Gilles-Christ Olympio, en signant l'accord avec Faure Gnassingbé, peut-être en 2015, il peut goûter aux délices du pouvoir avant de quitter le monde des vivants un jour. Mais cela n'a pas été le cas, et mieux, au départ, il avait plus de postes ministériels qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, il a quoi? Il a 2 ou 3 postes ministériels. Un et demi. Bon, ok, bon. Oui, demi, l'autre qui n'a pas de portefeuille. Maintenant, il a 2 préfets, je crois. Le préfet de Cloto. Oui. De Cloto. De Cloto, de Lavé. Et puis... Bourgan aussi. Voilà, donc il a 3 préfets.
directeur de cabinet, il n'y a pas grand-chose. Mais en décidant de quitter la scène politique, en réalité, ça veut dire qu'il décide de rompre les liens qu'il avait avec Faure Gnassingbé. Et cela va entraîner des conséquences? Ça entraîne des conséquences parce que, visiblement, le chef de l'État dirigeait le pays avec l'UFC. À partir de cet accord, aujourd'hui que son allié sûr se retire, ça veut dire qu'on doit redistribuer les cartes et recomposer. Le gouvernement même doit être recomposé. Parce que logiquement, la première conséquence de la décision de Gilles Olympio, c'est que ces ministres, au lendemain, ce matin, ils doivent déposer le tablier. Logiquement. C'est comme ça devrait se passer. Bon, maintenant, cela ne se fait pas parce que parmi les cadres de son parti, il y a plusieurs qui ont déjà basculé vers UNIR. Parce qu'on se rappelle l'élection de 2015 où le président de la jeunesse de son parti demande aux gens de voter pour UNIR. Alors, quand on scrute sérieusement, parce que depuis le départ de Jean-Pierre Fabre et d'autres qui sont allés créer l'ANC, l'UFC a été vidé de sa substance. Et donc, pratiquement, c'est une coquille vide que le vieux dirigeait, une coquille vide. Heureusement qu'aujourd'hui, vous le reconnaissez. Non, il a toujours dit. Nous qui c'est-à-dire que ça a été vidé de la substance et aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose là-bas. Donc, c'est pourquoi moi, je suis de ceux qui pensent que la décision, bien l'annonce de Gilles Olympio peut apparaître comme un épiphénomène du côté du pouvoir en place parce qu'on se dit que bon, de toutes les façons, il y a plusieurs de vos cadres que nous on a déjà débauchés, officiellement ou officieusement, mais au plan international, cela peut porter un coup à la gouvernance de Faure Gnassingbé. Isidore Akolor, pour vous, d'ailleurs vous l'avez écrit ce matin, c'est juste un pavé dans la mare, hein. C'est une triste fin d'un homme qui, durant des années, a galvanisé tout un peuple, comme ce qu'on est en train de vivre actuellement. Celui par qui tout le monde respirait et qui un beau matin est allé rencontrer Faure Gnassingbé. Ils ont fait ce que la presse avait évoqué en son temps, la paix des braves, et aujourd'hui, sentant sa mort prochaine, la mort politique bien entendu, et il dit à Faure Gnassingbé de ne plus être candidat. Ce n'était pas la presse qui parlait de la paix des braves, c'est des griots qui parlaient de la paix des braves. Et l'histoire me donne raison aujourd'hui. J'interpelle ici Isaac Tchakpé. Non, parce qu'il ne s'agit pas d'interpeller les gens. Non, je sais de quoi je parle. Je demande juste votre avis. Je sais de quoi je parle. Parce que je suis je suis l'un des rares. Ce sont des hommes politiques qui ont pris des décisions. Non, arrêtons ce folklore. Moi, aujourd'hui, l'histoire me donne raison parce que j'ai eu à le lui dire. Et j'étais l'un des rares journalistes qui était proche de l'UFC à l'époque. Et à 14h30, nous étions là-bas. Il m'a montré l'accord. Je lui ai dit que mais ça, il n'y a rien de nouveau. Il a dit que non, c'est un accord de partage du pouvoir. Qu'ils vont nommer des préfets, ils vont nommer des ambassadeurs. Il a dit mais vous vous trompez, grand frère, vous vous trompez. Et c'est là où Isaac Tchakpé me disait que mais c'est une aventure de Boy Scouts. Que ceux qui sont dans la rue finiront par rejoindre les rendre. Aujourd'hui, je veux l'entendre parler. Voilà des gens qui ont induit Gilles Olympio en erreur. Et moi, j'ai eu le courage de lui dire. Il y avait d'autres confrères dont j'étais ici le nom. On avait même fait des misères ici. Olivier est là pour en témoigner. Aujourd'hui, l'histoire donne raison à ceux qui avaient dit à Gilles Olympio. Alors, quelle analyse faites-vous de cette sortie de Gilles Olympio? Moi, c'est ça la question. Non, là, c'est très simple parce que quand vous parlez que sa famille biologique, c'était plus longtemps, très longtemps, au lendemain de cet accord, que le divorce était là. Bon, je ne veux pas rentrer dans d'autres considérations. Pratiquement, il a été excommunié de la famille. Personne ne le regardait. Et ça me rappelle ce que son grand frère Bonito nous avait dit à l'époque quand nous étions au foyer Pie 12. Il dit, vous ne connaissez pas Gil et la fioque Benokou Dinamia. Oui, je sais de quoi je parle. Bon. Et après, il était parti au Ghana, il est mort. Aujourd'hui, Jésus-Christ a tiré les leçons, les conséquences. Il s'est retiré. C'est une très bonne chose, mais c'est un retrait tardif. C'est lui qui a tout chamboulé, c'est lui qui a aidé Faure Gnassingbé à se pérenniser au pouvoir et c'est lui qui a trahi l'opposition.
Ça, je le dirai, Bon, je le est-ce répéterai qu'il faut partout. résumer la lutte ou l'échec d'une certaine lutte en la personne de Gilles-Christ Olympio? Évidemment, qui parce qu'il aujourd'hui quitte la scène politique incarnait l'alternance. dans le temps. Ah oui, beaucoup de gens sont morts à cause de lui. Marcati Dépé. Non, Oui. on ne veut plus Attends, revenir de sur... Soudou. Ne remuons pas C'est mieux comme le ça. couteau dans la plaie. Tchakala, pour vous, c'est quand même courageux de sa part, hein, qu'aujourd'hui, ils reconnaissent que ce n'est pas bien et ils retournent à la maison. Non, c'est très bien, c'est très bien. Je crois que c'est quelque chose de très courageux, quelque chose de très bien pensé. Et en cet instant précis où il décide de quitter les commandes de son navire jaune, et mieux, en demandant à son fils, le président Faure, de ne plus se représenter en 2020. Il n'y a pas planté un coup de poignard dans le dos, mais en face. C'est en face qu'il lui a planté ce couteau-là. Donc c'est un acte très fort et il appartient au président de la République de tirer les enseignements qui se dégagent de ce acte-là. Et c'est vrai, entre-temps, beaucoup méprisaient l'approche de Gilles-Christ, mais aujourd'hui, je crois que beaucoup de Togolais seront ceux-là qui se reconnaîtraient dans ce acte-là, en décidant... Quel acte? Le premier ou le deuxième? Non, les deux, en disant que non, je me retire parce qu'il y a un âge pour la politique. Il a décidé parce que son alliance avec le parti RPT, après avec l'UNIR, a fait beaucoup perdre à son parti. Quoi qu'on dise, il y a eu un manque criard de sincérité de la part de ceux avec qui il a signé cet engagement-là. Ne le savait-il pas? Les bases, non, C'est aussi la question que certaines donné, personnes se posent. non, il a donné des chances quand même au président de la République de pouvoir rectifier le tir. Mais plus le temps avançait, il se rendait compte que non, mais il y a un certain hermétisme de la part du président. Il y avait cette propension à tourner c'est vis-à-vis en bourrique, à ne pas prendre les choses au sérieux. Je crois que c'est cette exaspération, c'est ce ras-le-bol-là qui s'est matérialisé hier, pas chose. Parce que quelqu'un le disait tantôt, qu'il a eu à le dire droit, yeux dans les yeux au président de la République que non, voilà ce qu'il faut faire pour que la crise puisse trouver des solutions. Et au nom de cette démarche à faire, c'est que vous ne vous représentiez plus en 2020. Là, si cela vient de son allié de toujours, qu'est l'UFC, on a vu comment est-ce qu'on brandissait le président de l'UFC comme un trophée de chasse. Un trophée de guerre. Un trophée de chasse où, partout, quand il y a une grande personnalité qui s'aventure dans notre pays, Gilles-Christ était là au courant. Ça veut dire que Gilles-Christ constituait quelque chose. Lui-même le disait. Et donc, ça, c'est un coup fatal qu'on vient d'asséner au pouvoir uni. Et on n'a pas besoin... Est-ce que c'est un coup qu'on vient d'asséner au pouvoir de Faure Gnassingbé? Que représente encore Gilles-Christ Olympio? Est-ce que Faure Gnassingbé perd en réalité quelque chose du fait que Gilles-Christ Olympio se détache de lui? Mais si Gilles-Christ n'était rien, on ne le brandirait pas comme ça à toutes les fois que les choses... C'était il y a 7 ans. Non, il y a 7 ans, mais jusqu'alors. La fois de l'état, Nana Akufo-Addo était à... Allez, on n'est pas allé... le président de la République et l'autre là ne sont pas allés au domicile de Gilles-Christ. Oui. Ça veut dire que Gilles-Christ n'est pas ce que certains penseraient. Il a son poids, il a son mot à dire. Et tenez-vous bien, au moment où s'amorce le dialogue, vous comprendrez un peu beaucoup de choses en faisant une introspection de tout ce que... Vous voulez dire que l'acte de Gilles-Christ hier nous plonge déjà dans ce qui va se passer dans les prochains jours au niveau des dialogues politiques? Absolument, on n'a pas besoin de sortir d'une école de Sciences Po pour voir les choses. Il faut avoir ce sens de l'anticipation. Gilles-Christ Olympio et Nana Akufo-Addo, mais c'est des gens qui se connaissent très bien. Même s'il y a un écart d'âge entre eux, mais ils ont fait quand même du chemin. Nana Akufo-Addo pouvait appeler aussi Gilles-Christ son papa. Et à Londres, ce qui s'est passé là-bas entre les deux hommes, vous conviendrez avec moi que si aujourd'hui il se décide quand même de lâcher son compère d'aventure politique, ça veut dire que c'est très porteur de signes et il appartient quand même au pouvoir du président de la République. Il faut de tirer tous les enseignements. Et il grandirait en tirant les bons enseignements de cela. Olivier, je vous donnerai la parole, mais Sam, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que Tchakala vient de dire? Non, qu'en réalité, quand Gilles-Christ part comme ça, Faure Gnassingbé doit perdre forcément beaucoup de choses. Non, moi je pense que le départ de Gilles-Christ ne doit faire ni chaud ni froid à Faure Gnassingbé. Parce que, souvenez-vous, non, je parle de Faure Gnassingbé de son parti. Oui.
Mais j'ai donné des explications pour vous dire qu'il y a beaucoup de cadres de l'UFC qui ne se retrouvent même plus en l'UFC, mais qui sont beaucoup plus de UNIR que de l'UFC. Même quand il s'est agi de l'adoption de l'avant-projet de loi envoyé par le gouvernement, l'UFC n'a pas voté. L'UFC s'est retiré, tout comme les autres partis de l'opposition. Mais ça n'a pas empêché la lettre d'aller comme le projet d'avancer comme une lettre à la poste. En réalité, si c'est que l'UNIR avait besoin toujours de son allié, surtout au Parlement, pour faire adopter un certain nombre de textes et de lois, moi je pense que c'est en ce moment qu'on peut percevoir cela comme un coup. Mais du moment où l'UFC même avait été vidé de sa quintessence avec le départ des autres, moi je sais que l'UFC ne représentait pas grand-chose. Maintenant, parlant du dialogue, mon confrère disait que le retrait de Gilles Christ Olympio, ça peut annoncer ce à quoi on pourra assister avec l'ouverture du dialogue. Bien sûr. Mais moi je dis aussi que si le dialogue doit prendre en compte les autres formations politiques, surtout les partis parlementaires, cela suppose que l'UFC devrait être à la table de discussion. Mais du moment où Gilles Christ se retire de la vie politique, ça veut dire que ce n'est plus lui, il est déjà forfait pour les discussions. Mais son parti sera là. Ça veut dire que logiquement, quand il se décide de ne plus s'impliquer dans la politique, sa voix, il ne peut plus mettre sa bouche dans la question politique. Je prends le cas de Edem Kodjo. Quand Edem Kodjo avait décidé de prendre sa retraite politique à la tête de la CPP, il a mis Francis Ekon a été désigné. Et depuis ce temps, il s'occupe de sa fondation Pax Africa. Mais non. CPP ne peut plus. C'est-à-dire que Edem Kodjo, sa voix ne porte pas au niveau de la CPP. Par contre, quand vous prenez quelqu'un... Il pèse lourd. On va faire un débat intellectuel. Laisse les autres s'exprimer. Après, tu auras le temps de s'exprimer. On est d'accord là-dessus. Tu es notre grand frère. Allez-y. Donc, moi, je voulais dire qu'au niveau de la CPP, c'est comme ça se passe. De toutes les façons, on n'a jamais vu Edem Kodjo interférer dans les décisions de la CPP. Officiellement, non. Officiellement, non. Maintenant, s'il y a des militants de la CPP ici qui nous disent que, à part ce que nous voyons, il y a d'autres choses qui se passent en coulisses. Olivier, maintenant, sur la question Gilles Christ Olympio. Non, mais il faut... Ça me rappelle notre émission du mercredi dernier, où la question de ceux-là qui doivent participer au dialogue était intervenue. Et je me rappelle bien de ce que j'ai dit. J'ai dit Gilles Christ Olympio, si à l'interne, il ne pèse pas sur le plan international, il est très considéré. Il est très considéré, surtout par ceux-là qui sont médiateurs aujourd'hui dans la crise togolaise. Et le voilà qui se retire de la vie politique. Non, attention. C'est-à-dire, attention. Gilles Christ Olympio a annoncé son retrait. Il ne s'est pas encore retiré. Oui, c'est ça. Là, il faut prendre ça en compte. Il a annoncé... Non. Il a annoncé son départ. Mais il faut un congrès. Pour passer la main. Attention, il faut faire très attention. Attendez, il y a une nuance. Oui, bien sûr. Il a annoncé. C'est le français. C'est diplomatique. C'est en français facile. Non, c'est ce que j'avais voulu. Il a annoncé son retrait, mais il n'est pas encore parti. Donc, il est encore là. Ça, c'est même dans le cas où il serait parti, il est possible qu'on le consulte, qu'on l'appelle même, parce que on parle de Nana Akufo-Addo, qui est pratiquement son fils spirituel, mais aussi qui, la plupart du temps, quand il va à Paris, c'est dans la maison de Gilles Christ, il logeait, avant bien sûr d'être président. Quand tu prends quelqu'un comme Alpha Condé, quand il allait à Paris, quand il était opposant, et historique comme Gilles Christ Olympio, il logeait chez Gilles Christ Olympio. Quand tu prends Alassane Ouattara, qui a travaillé au FMI avec Gilles Christ Olympio et qui a fait un parcours durant un long moment avec Gilles Christ Olympio. Donc sur le plan international, la voix de Gilles Christ Olympio compte toujours. Donc cette sortie d'hier était en réalité la position que l'UFC ira défendre au dialogue, à la table de discussion, que Gilles Christ Olympio soit là. Laquelle? Le fait que les choses évoluent, que le président de la République ne se représente plus en 2020, tout ça là, je crois que c'est une position que l'UFC défendra au niveau de la table de discussion. Et je crois que cette position a été déjà discutée avec la plupart des médiateurs qui sont intervenus dans cette crise-là. Donc, l'UFC ne fait que rendre public ce que elle ira défendre, que Gilles soit là ou pas, ce que l'UFC ira défendre au niveau de la table. Mais au-delà de tout ça, il faut rappeler que dans notre article de ce matin, on révèle que la déclaration d'hier que Gilles a lu a été écrite
par un certain Elliott Ogine, qui est toujours ministre. Et ça, c'est un peu incompréhensible parce que dans les démocraties, dans d'autres pays, dès que votre parti se retire ou fait scission avec le parti au pouvoir, les ministres doivent démissionner. C'est dans l'ordre normal des choses et qu'on doit former un nouveau gouvernement. On l'a vu en Allemagne. Ça, on a vu un peu partout. Donc c'est ce qui devrait être fait. Mais aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas. Seulement, il faut aussi rappeler que la position de Gilles Christ Olympio, c'est une position douce. Il a adressé aussi des messages à l'opposition. Et il faut aller aussi chercher à décoder ces messages-là. Oui. Parce que c'est important. Il a parlé de l'union. Non, je voulais rebondir sur le développement. C'est vrai que Gilles Christ Olympio a annoncé son départ ou sa retraite politique, mais il faut un congrès pour pouvoir passer la main à quelqu'un d'autre. Et je ne pense pas qu'aujourd'hui, Gilles Christ ne puisse pas être consulté dans cette crise. Olivier a fait un développement et que beaucoup de gens ne connaissent pas. Donc aujourd'hui, Gilles Christ est incontournable dans cette crise. J'ai eu à le dire une fois ici qu'il faudrait que l'opposition s'encoquine avec Gilles Christ, le ramener à la raison pour qu'il puisse avoir gain de cause. Je sais ce pourquoi. Gilles Christ connaissait Nana Akufo-Addo depuis Londres. Ah oui, c'est son fils spirituel. Et toutes ces panoplies. Bon, bref, il s'est retiré, mais il est toujours un homme incontournable dans la vie politique togolaise. Maintenant, pour revenir au retrait de Edem Kodjo, certes, au niveau de ce pays, il s'est retiré, mais il a le conseiller spécial de Faure Gnassingbé. Avec rang de ministre. Mais avec rang de ministre, il pèse lourd. Non, il pèse lourd dans la balance. Donc c'est intransfert. Il pèse lourd dans la balance. Donc voilà, c'est des incongruités qu'il faut relever. Et l'autre incongruité, c'est qu'aujourd'hui même, en principe, les ministres de l'UFC doivent déposer leur démission. Voilà. Ça, je pense qu'on va attendre encore un moment pour les voir de quitter le gouvernement. À moins que ce soit Faure Gnassingbé qui a 13h, dans le jour de 13h, qui les dépose. Et qu'on annonce la formation de notre gouvernement. Nous vivons déjà une crise très aiguë dans le pays. Et dans l'attente de l'amorce de ce dialogue, et je crois que si des gens doivent encore rendre le tablier et qu'on laisse de côté ce qui est en train de se passer, le dialogue, pour peut-être penser à un éventuel gouvernement refait, vous voyez que ça ferait un peu trop lourd. Le pays ne s'en remettrait pas. Donc, au bout du fil, après ce dialogue, qu'est-ce qui va se faire? Il y aura éventuellement un nouveau gouvernement. Ça, j'en suis très sûr. Donc, il faut attendre. Il faut attendre. Donc, je crois que c'est cette voie-là qui peut-être amène certains à encore garder les bribes de portefeuille qu'on leur a concédées. Sinon, ça devrait se faire automatiquement. Vous pensez que c'est une décision qui a été prise par Gilles Christ comme ça? Non. Je crois que tout l'état-major de l'UFC est impliqué. Les gens se sont retrouvés dans ce que le patriarche a dit. Pas forcément. Non. Il y a des franges, il y a pas forcément, parce que même ceux qui iront défendre, ça tout dépendra de ceux qui iront défendre. Je ne vais pas citer d'un nom ici. Il y a des gens aujourd'hui qu'on retrouve dans la CENI et qui ne sont pas prêts à lâcher. Non, bon, en fait, ils ont été positionnés par un parti. Attention, il faut révéler quelque chose. Vous savez que la dernière fois, lorsqu'on voulait élire monsieur Jean-Claude. C'est Gilles Christ qui a signé le. Non, à la CENI, l'UFC a boycotté la session. Donc voilà, il faut faire aussi cette lecture-là. Pourquoi est-ce que l'UFC boycotte une session qui va désigner l'un de ses cadres au niveau de la CENI? C'est ça une question que moi je me suis posée. Là, il appartient aux Togolais de voir un peu. Il faut faire le ménage. En parlant de la morale politique. Beaucoup de zones d'ombre. Quoi qu'on dise, c'est un acte fort qui a été posé. Tous les griefs que les gens auraient contre Gilles Christ Olympio, avec ce tact qu'il a posé hier, je crois que les gens quand même le porteront dans leur cœur.
Parce qu'à un moment, il faut accepter. Il faut accepter poser des actes qui peut-être vont baliser le chemin pour l'avenir. Et il s'est inscrit dans cette dynamique en le disant. Oui. Parce que quoi qu'on dise aujourd'hui, le problème qui mine un peu le vivre ensemble du Togo, des Togolais, c'est quoi? C'est cette histoire de 2020. Toute cette crise-là. Vous imaginez-vous un seul instant que le chef de l'État sorte et dit que bon, j'ai compris que depuis quelque temps, mon peuple donne la voix. Et qu'en 2020... Ça rappelle le discours de Blaise Compaoré. Oui, en 2020, vous ne me verrez plus là-bas. Ça aura quand même le mérite d'apaiser, comme il se doit, la situation sociopolitique du pays. Sam Debo. Non, je pense que le vieux, comme l'a dit Actu Express, a jeté un gros pavé dans la mare. Parce que cela ne pose pas seulement un problème au niveau sur l'échiquier politique national, mais au sein même de sa formation politique, il y aura de sérieux... La guerre va commencer maintenant. Oui, mais la guerre des tranchées a déjà commencé. Quel avenir pour ce parti? Qui vous voyez qu'il peut valablement succéder à Gilles Christ Olympio au sein de ce parti? Parce que la plupart du temps, c'est lui qui met souvent la main à la poche quand il y a des organisations au sein du parti. Il le fait toujours. Mais quand on regarde la composition, on voit Elliot Ohin. Bon. Encore faut-il qu'il puisse faire l'unanimité au sein des autres militants de leur parti. Minoritaire. Voilà. Il y a Diabaté qui est censé... Son vice-président. Oui, qui est censé être beaucoup plus modéré par rapport à la signature de cet accord entre l'UFC et le RPT. Il est très radical. Mais Diabaté, il est plus que radical. Oui. Il est plus que radical. Il a toujours Parfois, été. moi, je me demande pourquoi les gens font le procès à Jean-Pierre Fabre d'être radical. Mais au sein de l'UFC, le radicalisme est incarné par Diabaté. Et Dimongou. Même son âge, parfois même, on ne se rend pas compte de son âge. Mais verbalement, il est violent. Parfois, il y a des actes qu'on pose. Mais vous vous demandez si c'est Diabaté qui peut poser ce genre d'actes. Il y a le docteur Dimongou aussi. Le secrétaire général. Qui aussi ne fait pas l'unanimité. Et donc, finalement... Il parle presque pas. André Johnson, qui n'était pas là hier, je crois, à la déclaration de Gilles Christ Olympio, qui n'était pas venu. Est-ce qu'il est déjà du côté de UNIR ou bien il se reconnaît toujours dans l'UFC? C'est ce genre de questions qu'il faut se poser. Et puis il y a les jeunes. Les jeunes aussi. Par exemple. Les jeunes qui ont... Non, mais l'avenir politique de Gilles Christ et de son parti lui importe peu. Ce que le patriarche met au devant, c'est le Togo après tout. C'est le Togo. Quand il faut essayer de voir. Mais le Togo, il a une formation politique. Il a une formation, mais aller au combat pour... Oui, mais qu'est-ce que l'UFC va devenir? L'UFC ne prime pas le Togo. Mais par ce tact-là... Oui, mais c'est important. On fera un dernier tour de table. Allez-y, Sam. Mon confrère dit que l'UFC ne prime pas le Togo. C'est vrai, mais Gilles Christ, il n'est pas le président du Togo. Il est le président de son parti. Il doit d'abord œuvrer pour que son parti accèdent au pouvoir. Bien sûr qu'ils étaient dans un accord avec le RPT, mais pendant ce temps, ils ont lutté, ils ont eu des députés à l'Assemblée nationale, mais ça n'empêche pas, ça n'occulte pas son combat pour que son parti accède au pouvoir. Lui-même, son rêve, c'était de diriger le Togo. C'était de diriger le Togo. Il a procédé par plusieurs manières, il n'a pas pu, mais ça sera quand même une fierté pour lui, même après sa mort, de se réjouir dans sa tombe que son parti a pu accéder finalement au pouvoir. Mais avec ce qui est en train de se dessiner, ça veut dire que lui-même, son départ va entraîner une seconde mort de l'UFC. La première mort étant le départ de Jean-Pierre Fabre et Isabelle Améganvi. La seconde mort, oui, c'est ce que je dis. Non, bien avant ça, il y a les Dimoré qui sont partis. Il y a pas mal de trucs. Donc, quand ils sont partis, ça n'a eu aucune incidence sur le parti. Mais aujourd'hui, Dimoré, il aura raison, parce que un certain nombre de reproches qu'il faisait à ce parti, je crois que c'est aujourd'hui que le vieux est en train de comprendre que, en fait, ceux qui étaient partis avant et ceux qui sont partis après, ils avaient les mêmes revendications. Ils n'avaient pas tort. Donc, moi, je pense que le vieux est en train d'assassiner. Ce qu'il faut relever de compréhensif et qui peut être un signe d'apaisement sur l'échiquier politique togolais, c'est le retrait politique, la retraite politique de Gilles Christ Olympio, qui a été toujours présenté comme quelqu'un qui va venger la mort de son papa. N'oublions pas ça. Oui. Ça, au moins, il faut dire que quand il se retire, un fils qui vient de quitter. Un fils qui vient de quitter, il demande à l'autre de se retirer pour laisser carte blanche à des Togolais
de pouvoir postuler. Donc voilà, au moins, parce qu'à chaque moment on dit que si Jésus-Christ vient, il va se venger de son papa. Et l'autre disait que mon papa nous a dit de ne jamais laisser tomber le pouvoir, de jamais laisser le pouvoir au risque de ne plus le récupérer. Donc au moins, ça là, c'est décanté avec le retrait politique de la vie sur la scène de Gilles Olympio. Ça, c'est quelque chose à noter. Bien. Non, mais moi, d'accord, très bien. Allez-y. Et j'aimerais quand même faire une analyse en deux étapes, mais peut-être ça sera long, donc on va faire ça à tour de rôle. Mais la situation au niveau de l'UFC, c'est une situation qui est un peu complexe. Parce que il y a, moi je dis des clans, mais il y a des amis là-bas qui n'acceptent pas le mot clan, mais je dirais plutôt des courants, voilà, des courants qui s'opposent. Et aussi bien au niveau de la question de la succession de J.K. Olympio. Vous savez, chaque fois qu'un président ou une personnalité annonce qu'elle va partir, ça ne crée pas du bien dans sa famille, surtout lorsqu'on est en politique. Il y a forcément des remous. Et c'est pourquoi il faut comprendre parfois Faure Gnassingbé, même s'il veut partir en 2020, je ne crois pas qu'il puisse l'annoncer publiquement, parce que ça causerait peut-être plus de mal que de bien, pas au niveau même du pays. Donc, J.K. Olympio ayant annoncé au sein du parti qu'il allait quitter, il y a des courants qui s'affrontent et parfois violemment. Vous avez parlé de Diabaté. Diabaté, voilà quelqu'un qui, vous m'excusez, qui est au niveau de l'UFC, mais qui n'hésite pas à manger au niveau du NIR, mais qui critique plus UNIR. C'est-à-dire qui met la main dans le plat du NIR, mais parfois les pieds, mais qui quand même est virulent par rapport à UNIR. Et il y a beaucoup de révélations qu'on ne peut pas faire ici concernant les élections de 2015 passées. Le rôle qu'il a joué. Le rôle qu'il a joué en matière de campagne, en matière d'engagement. Mais aujourd'hui, c'est lui qui est plus virulent et qui va vendre des informations de l'UFC à la presse et qui assume. Bon, au moins, il assume cela. Donc ça, déjà, c'est bien. Et, au niveau aussi d'autres courants incarnés, soit par le ministre de l'environnement, André Johnson, incarné par Elliot O'Higgins, incarné par d'autres personnes. Donc, Isaac Tchakpe. C'est en tout cas un affrontement d'idées qui a lieu, mais je crois que les meilleurs vont gagner au cours du congrès. Vous avez oublié les jumeaux, les frères jumeaux. Oui, bon, les frères Omao aussi sont là, parce que j'ai dit tout à l'heure que lorsqu'on voulait élire M. Omao au niveau de la CENI, il y a eu boycott de quelqu'un comme le secrétaire général de l'UFC qui a boycotté, qui a décidé de boycotter, puisque c'est l'un des rares députés et que l'UFC compte au Parlement, qui a quitté. Alors qu'il est, M. Dimongo, secrétaire général du parti, mais il a boycotté la session. Donc vous comprenez le fond de ce qu'il y a. Mais au-delà de ça, je suis d'accord avec mon confrère, c'est le Togo qui gagne. Et l'acte posé par J.K. Olympio est un acte salutaire. Il faut dire que au niveau de Faure Gnassingbé, c'est UNI qui décidera s'il se représente ou pas. Si on est dans le cas de l'actuelle constitution, si la constitution n'évoluait pas et que le mandat n'était pas limité, c'est UNI qui décide. Ce n'est pas J.K. Olympio qui va dire à Faure Gnassingbé. Ce n'est qu'un conseil, ce n'est qu'un avis qu'il donne, mais qui ne s'impose pas à Faure Gnassingbé. Demain, Faure Gnassingbé est libre de se représenter ou non à une élection si la constitution restait en l'état. Alors aujourd'hui, quand même, Faure Gnassingbé, bon, lui ce matin, il est à Abidjan pour le sommet Union européenne, Union africaine. Est-ce que finalement, cet appel de J.K. Olympio pourrait être entendu par Faure Gnassingbé véritablement? Non, ça va être difficile. Non, c'est un conseil qu'un papa a donné à son fils. Et il appartient au fils de voir un peu, de cerner les contours. Qu'est-ce que... D'accord. Cet appel de Gilles Christ aujourd'hui, est-ce que cela pourra galvaniser la lutte politique? Absolument. Parce qu'il y a certains Togolais qui sont dans la rue depuis 3 mois et demi, qui réclament le retour à la Constitution. Et Gilles Christ demande à Faure Gnassingbé de retourner aux fondamentaux de cette loi fondamentale. Là, c'est très clair. C'est très clair. Au-delà de la lutte, finalement. Absolument. Au-delà de la petite entité qu'est l'UFC. Mais l'autre là joue plus haut et plus grand que ça. Le Togo au-dessus de tout.
si moi, mon parti va prendre un acte fort qui va peut-être faire bouger le pays dans le bon sens, bon, advienne que pourra. On ne va pas quand même tenir rigueur à Gilles Christ pour avoir posé cet acte historique. Il a dit ce qu'il a à son allié de toujours, que 2020, franchement, je ne vous verrai pas dire que vous faites encore ça. Mais c'est un conseil, c'est son avis personnel. Mais il sait qu'en disant aussi qu'il va quitter les rênes, les commandes de son parti, c'est un gros risque. L'implosion peut déjà commencer, mais est-ce qu'il y a un risque à prendre au niveau de son parti et qui ne serait pas bien si au bout du fil c'est le Togo qui sortirait grandi dans cette décision prise? Et puis mieux encore, cette sortie-là marque aussi un autre fait qu'on a un peu peut-être sous-estimé. C'est cette roublardise politique dont certains ont fait leur cheval de bataille. Parce qu'en politique, il faut une certaine sincérité. Qu'est-ce que vous non, quand on scelle un accord, il faudrait quand même qu'on se donne cette peine-là de respecter les termes de l'accord. Mais à un moment, on a fait le jeu. Est-ce que finalement, excusez-moi, je vous coupe pas la parole, mais c'est pour vous relancer. Est-ce que ce n'est pas finalement l'identité du parti au pouvoir? On scelle des accords, on ne les respecte jamais. On a scellé même avec Gilles Christ Olympio, on ne l'a pas respecté. Hier, il exprimait carrément son exaspération, sa toute déception. Oui, il a cru qu'avec le temps, on pouvait quand même faire de très grands pas, de grands bons. Il y a même lui seul qui croyait à cet accord. Oui, toutes les fois qu'il se retrouvait, il lançait sûrement le président que faisons tout. Même pour l'accord politique global, il y a même des gens de son parti, du parti du président de la République, qui tout le temps ont fredonné cela. Allons-y et respectons les termes de cet accord politique global. Mais on a fait un dos rond comme si, bon, en fait, les autres là, c'est rien devant. C'est ma seule vision qui comptera. Mais on finit par le payer caché, c'est ça. Ces alliances-là qu'on est en train de rompre là, quoi qu'on dise, le parti uni va prendre un sacré coup. Juste quelques secondes. Au fait, quand le retour aux fondamentaux de la Constitution de 92, c'est un pied de nez fait à nos soi-disant intellectuels qui aujourd'hui se réclament. Ah, ça c'est un autre débat, ça. Oui, c'est un autre débat. Parce qu'on a rassemblé des journalistes pour leur faire croire que c'est impossible. Oui, si vous voulez, je vous donnerai la parole tout à l'heure sur le sujet. Ne vous en faites pas. Sam Djabor, est-ce qu'aujourd'hui, Gilles Christ Olympio pourrait être pardonné par cette partie du peuple qui est aujourd'hui dans la rue, qui lui avait fait confiance dans le temps? Tout à l'heure, vous disiez qu'il y a des gens qui sont morts dans cette lutte aux côtés de Gilles Christ Olympio. Il y a l'attaque de Soudou, il y a des gens qui ont été bastonnés, et tout ça, avant que Gilles Christ ne s'allie à Faure Gnassingbé, beaucoup ne l'ont pas pardonné. Est-ce qu'aujourd'hui, qu'il semble revenir à la maison, il pourrait être pardonné par cette partie togolaise? Vous savez que les Togolais ne sont pas trop rancuniers. Les Togolais pardonnent facilement. Sinon, il y a eu des événements dans ce pays où certaines communautés ne devraient même plus se parler, ou bien des quartiers entiers devraient être en rivalité éternellement. Et aujourd'hui, moi je pense que Gilles Christ Olympio, actuellement l'opposition est en train d'organiser la première journée de marche de 2 jours et puis 1 jour. Samedi. Si Gilles Christ Olympio se pointe au point de chute de la marche, il sera accueilli en héros. Sûr? Si Gilles Christ Olympio arrive à la marche aujourd'hui, il sera accueilli en héros. C'est-à-dire on va plus l'ovationner que Jean-Pierre Fabre ou Tipi Achadam. Parce que hier, sur les réseaux sociaux, des gens qui sont des inconditionnels de l'ANC ou du PNP partageaient en boucle la déclaration de Gilles Christ Olympio, qui hier était peut-être considéré... parce que Gilles Christ a désavoué publiquement Faure Gnassingbé. Il a désavoué publiquement Faure Gnassingbé et il a adressé un message à l'opposition. Il parle de l'union. Il parle de l'union. Oui. Or, il fait partie de cette union. Or, ce même Gilles Christ Olympio, à qui beaucoup faisaient le procès d'être en rivalité ou bien en conflit permanent ou en conflit ouvert avec l'ANC, aujourd'hui, quand il demande l'union de l'opposition, ça veut dire que lui-même, son parti, ANC, et PNP, tout ça là, ça devrait se retrouver autour d'un seul objectif ou d'un seul défi, celui de faire partir Faure Gnassingbé. Donc moi je pense que Gilles Christ Olympio, son acte est venu tardivement, mais les Togolais retiendront ceux qui ont posé de mauvais actes au dernier moment. Cet appel lui a été lancé par Yadjamagbo sur une radio concurrente, c'est la fois hier que j'ai suivi ça dans un journal.
Et Adjamagbo a salué le courage politique et l'invite à manifester dans la rue, à rejoindre la rue. Donc s'il le faisait, ce serait une très bonne chose. Comme Agbebo a eu à le faire un temps soit peu. Non, mais ça ne serait pas facile. Parce que, vous savez, oui, parce que Jekis Olympio a tenté ça. Une fois, il a été lapidé. Non, ça c'est vieux. Laissez-moi aller au-delà. Ça, il était à la plage avec ses militants. Avec ses militants. Oui, avec ses militants. Vous savez pourquoi il a été lapidé? Parce que les gens ont peur que Jekis Olympio vienne récupérer le leadership, les devants. Et il a été, en réalité, puisque ça a été organisé, ils ont appelé, les gens ont accepté qu'ils viennent. Ceux qui étaient à la tête de ce moment, ont accepté, ça a été négocié. Mais quand il est arrivé, derrière lui, ils ont préparé des jeunes pour le lapider. Donc aujourd'hui, ça peut être préparé. Mais parmi ce groupe de 14, je sais que les gens, certains et pas des moindres, vont combattre cette idée jusqu'à la fin de leur vie. Je suis convaincu je ne le crois que pas. Parmi ces 14, il y a des gens qui ne voudront jamais que Jekis Olympio vienne leur ravir la vedette. Vous voulez voir l'ANC dans ça? Quelqu'un qui annonce son retrait, que chacun fasse son analyse. Non, je ne vois pas. Oui, je ne vois pas quelqu'un qui a annoncé son retrait politique. À 80 ans, quand même, il y a des gens qui ont... À quel âge il a été lapidé? Non. À quel âge? En 2010, quand il jouait à un faux jeu. Ah oui, il jouait à un faux jeu. Non, aujourd'hui, ceux qui étaient ses défendeurs, j'en sais beaucoup de choses dans cette affaire-là. J'en sais beaucoup de choses dans cette affaire. Et aujourd'hui, je te renvoie à Nicodème Rabia. Je te renvoie à Nicodème Rabia. Isidore, attendez que je vous donne d'abord la parole avant de la prendre, s'il vous plaît. L'accord que Jekis Olympio a signé, c'est un accord des braves. C'est un accord vraiment qui a fait qu'il a sacrifié beaucoup. Qui a relancé le pays, qui a relancé la coopération internationale, qui a fait beaucoup de choses de bien pour le pays. Les gens l'ont lapidé. Aujourd'hui, moi, quand je vois des gens appelés Jekis Olympio, opposants historiques, opposants charismatiques, le Togolais est très versatile. Parce que cette même personne, hier, ne comprenait rien autour de du pas que Jekis soit posé. L'ont totalement Vous dites que l'accord là signé avec Faure Gnassingbé, ça a ramené beaucoup de choses au pays, mais lui-même hier devant la presse a dit que ça a été un échec. Oui, mais alors qu'est-ce qu'il faut croire, vous ou Jekis Olympio? Mon analyse, c'est les gains. En fait, oui. Non, mais mon analyse, Eric, dans les caisses de l'UFC. Le gain que la minorité a. C'est le gain dans le. Non, mais il faut que je réponde quand même à votre question. Allez-y. Cet accord a apporté beaucoup de choses au pays. Ça, c'est un fait. Mais ceux-là qui devraient aider encore l'UFC à plus monter, parce que si UNIR ou bien le RPT avait mis en application toutes les clauses d'accord, ce serait vraiment un plus pour l'UFC. L'image de l'UFC aujourd'hui, on dira que l'UFC a eu, comment dire, mais je crois que au niveau international, l'accord a apporté beaucoup. D'accord, très bien, messieurs, merci beaucoup. C'était un marché de dupes. On va passer, oui. Et ça a profité à la minorité. Et ça a profité à la minorité. Si on n'a pas mis en application cet accord, c'est autre chose, mais c'était un accord salutaire pour le pays. Merci beaucoup. Je voudrais maintenant qu'on revienne à cette discussion politique qui s'annonce. Beaucoup de choses se disent avec les émissaires du président ghanéen qui sont arrivés à Lomé en début de fin de week-end, dimanche dernier. On ne sait plus finalement s'ils sont toujours à l'OM, mais il y a eu quand même une discussion avec les deux partis où on se met d'accord sur le point essentiel pour aller aux discussions. Pendant ce temps, l'opposition veut toujours mettre la pression sur le pouvoir de Faure Gnassingbé. Est-ce que c'est une bonne chose aujourd'hui? Est-ce qu'on ne donne pas l'impression de chercher à discuter avec les âmes sur la tempe du parti au pouvoir? Est-ce que ça marche comme ça? Mais il faut constater que c'est depuis que la rue a commencé par gronder que le pouvoir a accepté quand même beaucoup de choses. Sinon, on en serait encore là à nous masturber avec cette tournée effectuée par Awanana. C'est la route. Donc, finalement, le pouvoir a montré sa fébrilité par rapport à certains trucs qu'on met en place dans le pays. Donc, quand on commence en si bon chemin, est-ce qu'il faut arrêter sans qu'on ait eu ce qu'on voudrait?
Donc c'est ça. Donc il faut dire, le dialogue n'a pas encore commencé. Et vous conviendrez avec moi que le pouvoir a plus d'un tour dans son sac. Entre-temps, on a compté sur un certain essoufflement des mouvements. Mais plus on avance dans le temps, et on se rend compte que les mouvements se durcissent et s'agrossissent. Les foules deviennent considérables. Mais les gens n'ont pas encore dit que nous sommes fatigués. Mais tant que cette pression de la rue là sera permanente et que ça va faire bouger et les choses dans le bon sens, autant maintenir cette pression là. Donc je crois que c'est dans cette dynamique là qu'on peut voir ces appels encore à manifester en semaine dans le pays. Donc on verra. Je crois que même en plein dialogue, s'il y a lieu même que les leaders appellent la rue aussi à maintenir la pression sur le pouvoir, il le ferait, non? Il le ferait. Dans ce matin, en tout cas, depuis hier, Sikbi Etedam, le leader du PNP, a appelé les Togolais à ces différentes manifestations. Il dit notamment le morceau choisi par notre confrère Liberté: si vous gardez le cap, nous ne sommes pas loin d'un exploit. Sam Debord, comment est-ce que vous appréciez ça finalement, allier, un petit peu comme Agbebo avait demandé, allier les négociations aux pressions populaires? Non, c'est des stratégies que les politiques utilisent souvent. Surtout quand on a en face un pouvoir aussi solide et caïd, il faut des stratégies de pression. Parce que depuis que les mouvements ont commencé depuis le 19 août jusqu'à ce jour, c'est vrai qu'on annonce le dialogue, mais est-ce qu'autour de cette table, quelqu'un est en mesure de me dire la date exacte de l'ouverture du dialogue? Alors, quand il n'y a pas de date, je crois que l'opposition n'a pas tort de continuer par manifester jusqu'au jour où on a une date. Mais moi, je suis de ceux qui pensent qu'à partir du moment où on aura indiqué une date pour l'ouverture du dialogue, il vaut mieux que l'opposition, que les leaders de l'opposition soient en mesure de calmer les foules, de calmer leurs militants. Écoutez, restez chez vous, on va ouvrir le dialogue, mais restez toujours mobilisés. Vous restez mobilisés, on ouvre le dialogue. Si entre-temps, il y a des points d'achoppement et l'opposition pense qu'elle ne peut pas faire entendre raison à son vis-à-vis, elle peut toutefois demander à ses militants de descendre dans les rues. Mais pour le moment, moi je pense que l'opposition fait toujours bien de maintenir les pressions, surtout que maintenant, les dernières manifestations, on l'a vu, ça n'a pas été émaillé de violence, les gens manifestent dans le calme, comme cela a été toujours souhaité et par les leaders de l'opposition et par l'autorité administrative. Donc moi je pense que c'est pas mauvais, il faut que les marches continuent jusqu'au jour où on ouvre le dialogue, on arrête les marches, on va voir ce que le dialogue va donner. Messieurs, nous allons marquer une pause publicitaire, on se retrouve juste après pour continuer le débat. Tout de suite, la pub. Au début, nous étions une petite famille, avec le numéro d'appel 90. Quelques années après, un autre numéro d'appel s'est ajouté à notre belle famille, le numéro 91. Puis a suivi un autre, le 92. Et quand le numéro d'appel 93 est venu, nous étions particulièrement heureux parce que nous devenions une plus grande famille. Chez nous, à Togocel, nous aimons la famille. C'est pourquoi nous avons désiré et souhaité pour vous une très belle nouvelle naissance. Les numéros d'appel commençant par 70. Grâce à vous, nous comptons plus de 3 millions d'abonnés pour lesquels nous essayons toujours de donner le meilleur de nous-mêmes. Et nous ne nous lasserons jamais d'innover pour votre plus grand bonheur. Togocel, le leader. Du 24 novembre au 11 décembre 2017, vivez la 14e foire internationale de Lomé au centre togolais des expositions et foires de Lomé. Thème, le numérique au service des affaires. Plus de 1000 exposants et 300 000 visiteurs à ce grand rendez-vous annuel de promotion des affaires. Ne manquez surtout pas les rencontres B2B faites alors un tour sur l'application Foire Togo 2000, téléchargeable sur Play Store. La foire internationale de Lomé, foire de toutes les opportunités. Pour plus d'informations, consultez le site www.ctf.tg ou contactez le 00228 22 35 07 27 ou le 90 31 76 37. L'info pratique, c'est sur MC+ de Togocel. Le service MC+, c'est un accès simple et rapide aux meilleures blagues, aux news d'actualité, aux pharmacies de garde et à plein d'autres informations utiles. À partir de votre mobile, dans le menu message ou à partir du menu MC+ de votre téléphone ou encore plus simple, faites étoile 102 dièse et lancez l'appel. MC+ de Togocel, disponible 24h sur 24. Togocel, le leader. Retour des tubes dans un instant sur Taxi FM. Taxi FM.
Taxi Presse. Retour en studio avec Isidore Akolor, Sam Djobo, Olivier Adja et Tchakala Alirou. Olivier, quel est vous Isidore. Oui. Isidore. Voilà. Parce que ça chamaillait entre les deux. Voilà. Non, au fait, il y a une constante dans la démarche de l'opposition. Hein. Ceux qui ils marchaient, c'est pour des revendications. Ils ne marchaient pas pour avoir le dialogue. Donc, ils marchaient pour obtenir le retour à la Constitution de 1992. Donc, tant que ces revendications ne sont pas de mise, je crois que la mobilisation ne va pas faiblir. C'est en cela que moi je trouve ça constant. Même quand on annonce le dialogue, même au jour du dialogue, il faut toujours maintenir la pression. Parce que c'est ça que le pouvoir entend. Le pouvoir Gilbert Bahora avait déclaré, même sur nos antennes, que le pouvoir de Faure Gnassingbé n'accepterait pas discuter sous pression. Sous pression. Et quand des gens sont dans la rue, c'est une pression qu'on met sur le pouvoir de Faure Gnassingbé. Mais ils n'attendent que ce dialogue. Il faut le leur servir. Mais vous voyez, moi, nous ne soyons pas. Je quitte le dialogue. C'est acté. Je quitte le champ politique. Prenons le cas social. Les enseignants. Qu'est-ce qu'on leur a promis ciel et terre? Que le statut sera mis en application à compter de la rentrée. Où en sommes-nous? Où en sommes-nous aujourd'hui? La pression doit être maintenue jusqu'à l'obtention des revendications, le retour à la Constitution de 1992, le droit de vote de la diaspora et la libération de tous ceux qu'on a emprisonnés. Voilà. Ça, c'est un langage politique. Hein. C'est pas un langage politique. Je ne suis pas politique. Je ne fais que répéter ce que la plateforme revendicative de l'opposition. Et c'est en cela que les gens descendent. Et à chaque jour que Dieu fait, les foules vont à crescendo. Donc, voilà. C'est la situation que nous vivons. Et je pense que la pression doit être maintenue, à moins que Faure Gnassingbé, qui a la clé pour pouvoir décanter cette situation, dise que, peuple togolais, je vous ai compris. Et vous allez voir que personne ne descendra dans la rue. Parce que, j'étais le tout premier à le dire, on n'en a plus besoin de toutes ces marches aujourd'hui qui fait, comment dirais-je, plomber l'économie togolaise. Vous allez au marché. Alors, si ça plombe l'économie togolaise, est-ce qu'il ne faut pas desserrer un petit peu les taux? Oui, nous voudrons bien. On l'a fait la semaine dernière, on a vu que voilà. Nous voudrons bien, mais notre gouvernement est autiste. C'est ça le problème. Et ils vont vous tourner en bourrique. Et Gilles Christ l'a appris à son dépens. Ah oui? Ah oui. Olivier? Non, je crois que chaque groupement de partis politiques ou chaque formation politique a sa stratégie. Donc, la manifestation et la négociation peuvent aller de pair. Et l'essentiel, c'est que ces manifestations se déroulent dans le calme et la non-violence. Et depuis, on l'observe. Voilà, ce qu'on constate depuis un certain moment. Donc, je ne vois pas le problème. Mais au-delà de ça, chaque acteur aussi devrait normalement poser des actes forts, donc qui aillent vers cette disponibilité de discuter. Donc, c'est entre soit le médiateur ou le gouvernement et son opposition de voir ce qu'il y a lieu de faire pour ramener la calmie. Donc, mais tant que les manifestations se déroulent dans la paix, dans le calme, il n'y a pas encore. Il y a quand même des points inscrits sur la plateforme revendicative de l'opposition. On parle du retour à la Constitution, le vote de la diaspora, l'amélioration du cadre électoral, même la libération de certains détenus. Est-ce qu'il peut y avoir concession autour de ces points? Oui, mais on ne va pas à des négociations en croyant qu'on aura... Est-ce qu'on peut négocier le retour à la Constitution? Non, j'ai dit, on ne va pas à des négociations. On ne la ramène pas. Non, on va négocier. Parce que unir aussi, ou du moins le parti au pouvoir, a sa position sur la question. Donc, les deux positions doivent être confrontées et ils arriveront à choisir la position médiane. Ce n'est pas un problème que l'opposition demande le retour à la Constitution de 92, mais ce n'est pas aussi un problème que UNIR refuse ce retour à la Constitution de 92 et propose ce qu'il y a lieu de faire. Moi, je ne suis pas pour le retour à la Constitution de 92, par exemple, parce que les temps ont évolué, les choses ont évolué,
Et il y a beaucoup de choses qu'on peut améliorer dans cette constitution. Mais quand vous écoutez l'opposition, elle dit que cette constitution de 92 même n'a jamais été mise en application. De toutes les façons, elle ne va pas réclamer... Agbouibo a sorti une idée là-dessus. Oui, tout le monde a cette théorie là-dessus. Et en tant que citoyen, moi aussi, j'ai mon idée et ma théorie. Donc, j'estime que l'opposition n'ira pas en exigeant que ces revendications soient appliquées à 100%. Elle doit être flexible. Et je crois qu'il y a des gens réfléchis là-bas qui savent comment on négocie. Donc, attendons l'ouverture de cette négociation pour savoir ce que l'opposition peut gagner et ce qu'elle peut perdre. Mais elle perdra certainement, elle fera des concessions et elle gagnera aussi des choses. Sam, comment est-ce que vous appréciez ça? Non, moi je pense que Olivier l'a si bien dit. Quand vous allez à des discussions avec un certain nombre de revendications, n'attendez pas que tout ce que vous avez dans le sac, qu'on vous donne tout. Ça, c'est clair. Et dans cette histoire de retour à la Constitution de 1992, ce qui fâche, vous connaissez ce qui fâche, c'est la phrase. En aucun cas, nul ne peut faire plus de 2 mandats. C'est ça. Mais il y a bien d'autres points. Hein. On peut, oui, mais en réalité, la force quand vous du discutez, Premier ministre et tout ça. Oui, mais ça, personne n'en parle. Ce qui intéresse, que ce soit les militants de l'opposition ou ceux du pouvoir, c'est cette question de rétroactivité. En fait, c'est là que ça se joue. Maintenant, moi, je pense que les acteurs politiques, ils sont suffisamment grands pour pouvoir trouver une entente, pour qu'un consensus puisse se dégager autour de cette question. Maintenant, il y a Agbouibo, je sais, avant même le 19 août, qui avait fait une analyse et qui avait estimé qu'on peut, au cours des discussions ou bien par négociation avec les acteurs, décider, ou bien, comment on peut appeler ça, un accord politique, accepter que Faure Gnassingbé soit candidat encore pour une fois. Non, c'est depuis. C'est pourquoi je dis bien avant, en 2014, qu'il soit encore candidat pour une fois. Alors, au niveau des militants de UNIR, c'est pas ça, c'est pas la lecture qu'on fait là-bas. On dit que c'est à 0. Il doit être candidat une fois. S'il gagne, il a encore la chance d'être candidat une deuxième fois. Donc, il faut que les politiciens eux-mêmes entre eux s'entendent pour trouver la position médiane. Est-ce qu'ils acceptent que Faure Gnassingbé soit candidat en 2020 pour qu'il ne se représente plus si jamais il gagne en 2025 ou alors on remet tout à 0 pour faire plaisir aux militants de UNIR. En tout cas, aujourd'hui, Agbouibo demande qu'on abroge les points querellés de 2002. Et puis on avance. C'est aussi une idée. Et toutes ces questions seront donc mises autour de la table l'autre fois, la prochaine fois, je veux dire. Oui, absolument. Mais je vais faire un petit crochet par rapport à cette pression de la rue qui doit être maintenue. Non, en fait, c'est le pouvoir UNIR qui a fomenté les choses dans ce sens comme ça. Comment ça? Non, parce que sans pression, ce pouvoir-là ne lâche rien. Ça a été toujours comme ça, que ce soit au niveau du social, qu'au niveau du politique. Il faudrait que le pouvoir ait le fusil sur la tempe avant de se décider de faire quoi que ce soit. Même ce qui paraît évident à faire, il faudrait quand même qu'on soumette le pouvoir à une certaine pression avant qu'il ne se décide d'aller. Nous étions là quand on a mis certaines commissions en place qui devrait sillonner le truc. Mais cette commission-là, est-ce que vous avez encore entendu quelqu'un parler de la commission Nanawa qui allait sillonner le truc là? C'est la rue, c'est la force de la rue. C'est la force de la rue qui a mené même au moment où on n'a même pas fini la tournée, la quasi-totalité des préfectures n'ont pas été sillonnées avant qu'on ne demande à Nanawa de replier sur la capitale. Donc c'est la force de la rue. À partir du moment où le pouvoir a montré qu'il est un peu fébrile quand la rue gronde et que bon, il lâche un peu. Vous voudrez que ces gens-là ne s'en servent pas pour avoir ce qu'ils cherchent. Donc c'est ça. Donc ils ont créé une situation et cette situation se retourne contre eux. Maintenant, s'agissant de la Constitution et de tout ce que l'opposition demande, hier, quoi qu'on dise, la déclaration de Gilles Christ a encore requinqué l'opposition. Quoi qu'on dise, c'est un solide apport dans sa déclaration. Donc ce monsieur n'a pas dit que non, c'est pas possible, qu'on revienne sur la Constitution de 92. Mais c'est des gens réfléchis, c'est des gens... À l'époque, nous, c'était le tout premier vote que nous avions eu à faire, cette constitution de 92 là. Donc beaucoup se retrouvent. À partir du moment où certains trouvent des imperfections dedans, oui, on peut aller, on peut discuter de ça. Mais pour l'instant, c'est ça qu'on demande. Peu importe si les gens se braquent que non, même
certains juristes et c'est là où de l'Apocalypse aussi, c'est mais ils ne convainquent pas. Et c'est là où je voudrais ouvrir une petite brèche par rapport donc à l'intervention ou à l'intrusion dans ce débat des intellectuels. Il y a un débat qui s'est ouvert, rappelez-vous, de ce séminaire qui a eu lieu à Lomé où on a semblé faire le procès à la Constitution de 92 avec à l'université, bien entendu, à ce colloque-là. Et vous n'êtes pas d'accord avec ces intellectuels, Isidore? Pas du tout, parce que je ne suis pas constitutionnaliste, mais le bon sens est la chose la mieux partagée au monde. Quand on nous fait croire qu'on ne peut plus retourner à la Constitution de 1914 parce que c'est vieillot, je leur demande, mais et les États-Unis d'Amérique, ça fait plus de 50 ans qu'ils ont une constitution. Ils ne font qu'amender. Parce qu'à l'épreuve de son exercice, on sent que ta tête ne va pas, ce ne sont que des amendements qu'on fait. Mais aujourd'hui, on veut nous faire croire que cette constitution-là ne peut plus être d'application. Et c'est là, moi, je me pose beaucoup de questions. Derrière qu'est-ce que se cache? Il se cache la volonté d'aller à une nouvelle république. Mais il y a une réalité aussi. Cette constitution aujourd'hui, oui, quoi qu'on dise, il y a des points d'imperfection là-dedans. Mais là, c'est ce que j'ai dit. Peut-être que vous n'avez pas bien compris ou bien je suis mal exprimé. On amende. C'est des amendements. Oui, en 2002 aussi, on a amendé. Non, ces amendements-là. On a amendé pour faire la part belle à quelqu'un. Non, je parle des États-Unis. Plus de 50 ans. Il n'y a jamais eu une nouvelle république. Mais ici, on veut aller à une nouvelle république parce que quand on va à une nouvelle république, on remet le compteur à zéro. C'est ça. C'est l'idée qui se cache derrière ces soi-disant intellectuels, ces soi-disant professeurs de droit constitutionnel. Vous leur déniez le droit. Je leur dénie ça. Mais pourquoi? Je leur dénie ça parce que c'est derrière. Parce ils ont le droit de se prononcer. Mais qui sont-ils? Ils étaient dans la commission Awanana qui a capoté et maintenant ils veulent revenir par la petite porte, dire que bon voilà, ce n'est pas possible. Moi, il ne peut jamais me convaincre. Oui, bon. Il ne peut jamais me convaincre. Il n'arrive pas à convaincre l'opinion. D'accord. C'est cela. L'exemple des États-Unis est là. Allons à la Constitution de 92, ramenons-la et faisons des amendements. C'est tout. On gagnerait un temps et un moyen financier. Sam Deba, qu'est-ce que vous en pensez? Non, moi l'intervention de ces professeurs d'université dans le débat lié à la Constitution de 92. Bon, heureusement que mon confrère Isidore a précisé que lui n'est pas constitutionnaliste. Oui. Moi aussi, je n'en suis pas un. Et ceux qui, oui, il y a le bon sens, et puis ceux qui peuvent sérieusement éclairer notre lanterne, c'est ces constitutionnalistes. C'est eux qui doivent apporter des éclairages autour de ce texte. Mais moi, je note aussi que depuis 1992, la constitution que le Togo utilise, c'est la constitution de 1992. C'est vrai qu'il y a eu des modifications, mais c'est l'ossature même de cette constitution, c'est ça qui est en vigueur. Maintenant, si les gens sont en train de faire des passages en force, ou bien des gens sont en train d'opérer en sourdine pour qu'on passe à la 5e République, moi je n'en sais rien. Mais je constate que c'est cette constitution. Maintenant, les points qui posent problème dans cette constitution, parce que revenir à une autre constitution, cela suppose qu'il faut peut-être passer par le référendum, les 2/3 étant déjà obtenus, mais heureusement qu'au sein de UNIR, personne ne parle plus. On n'en parle plus, parce qu'on sait que le référendum va plus créer de problèmes qu'il n'en résoudra. Et donc, moi je pense que c'est au niveau le vrai problème, c'est au niveau du chef de l'État d'abord. Le chef de l'État, parce que le grand procès qu'on lui fait, son délit, c'est parce qu'il s'appelle Gnassingbé. Et quand on fait... Non, est-ce que c'est ça? Oui, parce qu'on parle de 50 ans. Les gens disent 50 ans, ça suffit. Oui. Le monde est d'évolution. 50 ans, ça suffit. 38 ans, Gnassingbé. 12 ans, Gnassingbé, ça fait 50 ans. Et le procès qu'on lui fait, c'est pas parce que Faure Gnassingbé ne travaille pas. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il est le mauvais président que le Togo ait connu. Il fait ce qu'il peut faire pour remettre le pays sur les rails. Mais son péché mignon, c'est parce qu'il s'appelle Gnassingbé. Et aujourd'hui, s'il ne s'appelait pas Gnassingbé, avec les discussions qui sont en train d'avoir lieu aujourd'hui, et où les gens disent, les gens sont hésitants entre il faut le laisser aller ou il ne faut pas le laisser aller, s'il ne s'appelait pas Gnassingbé, moi je pense que le problème se poserait d'une autre façon. Maintenant qu'on comptabilise le règne de Gnassingbé, que ça fait 50 ans, même si lui en a fait 12 et l'autre 38, ça fait beaucoup pour les Togolais. Pour une seule ethnie, de toutes les façons, on en a plusieurs. Une seule famille. Oui, une seule famille.
On en a plusieurs au Togo. Donc moi je pense que c'est d'abord le chef de l'État qui a la clé de sortie de crise par rapport à cette question de constitution, limitation de mandat, 2020, tout ça là. Il a la clé. Il a la clé, mais aussi ses partisans aussi ont la clé. Parce qu'au niveau de son parti, on peut décider de choisir un autre champion qui peut défendre valablement les couleurs. Un joker. Oui, un joker. Et ça aussi, c'est notre problème. Voilà, ça c'est le problème interne au parti. Donc ils peuvent décider de trouver aussi une solution à la crise que le Togo est en train de... Non, je crois Olivier, que mon confrère a pris la question à part le bon bout. Parce que moi j'estime que, Fonya Sigbe l'a dit, la solution de cette crise se trouve au sein du NIR. Et quoi qu'on dise, en réalité, UNI n'est pas un parti aussi homogène que ça. Il y a des courants de pensée aussi au sein du NIR. Il y a certains qui ne sont pas... Qui s'expriment? Bon, vous comprenez, si s'exprimer, vous allez les entendre. D'un courant silencieux. Donc, qui estiment aussi ou qui pensent que, oui, les choses peuvent aller de l'avant et que forcément, pas Fonya Sigbe en 2020, d'accord? Ça peut évoluer. À UNIR, il y a un courant de pensée qui pense qu'on peut faire le chemin sans Fonya Sigbe. Oui, bien sûr. Mais il compte beaucoup à UNIR. Mais si il était, ou bien si c'est lui qui doit se décider pour que la situation, le Togo, sorte de cette crise, pourquoi ne pas le faire? J'estime qu'il y a des gens aussi qui ont cette position et je partage cette position avec eux. Parce que moi, personnellement, je dis qu'on est aujourd'hui dans un siècle où on n'a plus besoin de faire 3, 4 voire au-delà de 2 mandats. Je suis aussi pour cela. Mais il ne faut pas oublier que la question de la petite phrase en aucun cas revient. Parce que en aucun cas, selon certaines personnes, c'est que ça veut dire que... Vous ne reviendrez plus, hein? Vous ne reviendrez plus jamais. Et ça, je crois que ce n'est pas normal. Au Bénin, c'est ça. Ça, je crois que ce n'est pas normal. Au Bénin, Kérékou est parti, il est revenu. Je n'invente pas la roue. C'est l'histoire du Bénin. Donc, aujourd'hui, c'est peut-être, moi je ne sais pas trop, mais il y a des pays comme le Ghana, tout ça là, qui n'ont pas obligatoirement cette mention que quand vous avez été président, vous ne deviendrez plus. Il y a des gens qui prennent leur retraite de la présidence à 40 ans, à 50 ans. Voilà, c'est ce que je veux dire. Quand pourquoi à 20 ans, vous prenez le pouvoir... Pourquoi interdit à la personne... On exagère. Ce sont des questions... Si en 30 ans, vous prenez le pouvoir et que vous arrivez à faire vos 2 mandats, c'est fini. Vous ne devrez plus jamais revenir au pouvoir, même si vous avez 50 ans, que vous avez la force de revenir. Mais soyez sérieux. Cette question même ne mérite même pas d'être posée. Pourquoi? Non, vous êtes là, vous venez. Vous devrez venir au pouvoir, ça ne se décrète pas. Vous avez un projet de société que vous allez défendre. La population vous donne son onction. Vous avez 5 ans pour dérouler. 10 ans. Vous avez 5 ans pour dérouler. Si le peuple se retrouve dans ce que vous faites, ce peuple-là vous renouvelle encore 5 ans. Mais au-delà de 5 ans, au-delà de 10 ans, les 5 fois 2, qu'est-ce que vous avez encore à donner que vous n'aviez pas fait? Non, arrêtons ça. Quand on vient au pouvoir 10 ans après, on peut venir au pouvoir à 10 ans. On fait 10 ans après, vous avez 20 ans, vous libérez le plancher. Il y aura d'autres aussi qui peuvent faire la même chose que ce que vous pensez faire. Donc le pays ne va pas s'arrêter avec certains qui pensent que sans eux, le pays ne va pas bouger. Non. La question ne se pose pas en ces termes. La question aujourd'hui qui est posée, c'est que est-ce qu'on peut être président, partir et après 10 ans, 20 ans, revenir ou du moins faire acte de candidature? Oui. C'est la question qui se pose. Est-ce que quand on parle de en aucun cas, ça veut dire que au terme il n'y a plus de possibilité, il n'y a plus de possibilité, même si vous avez 10 ans et vous finissez votre mandat à 20 ans, vous n'avez plus possibilité de revenir. Je crois que c'est quelque chose qu'il faut régler dans notre constitution. Ce n'est pas peut-être au Togo seulement. Il y a d'autres pays où la possibilité est donnée. Si c'est ce qui va causer problème au Togo. Non, j'ai parlé du Ghana. Le Ghana, ce n'est pas, ce n'est pas plafonné ou bien ce n'est pas interdit. On peut décider personnellement que non, j'ai fait 10 ans, c'est bon, je ne vais plus revenir. On s'entend politiquement. Oui, on s'entend. Mais que la loi l'interdise, je crois qu'il faut quand même qu'on discute de ça. Mais aujourd'hui, Fonya Sigbe est devant une situation, c'est à lui de décider. Lui, il a fait le bon sens, c'est qu'il dise qu'il ira tous les moyens
de se maintenir au pouvoir, même sans Faure Gnassingbé. Non, éclairons les lanternes de nos auditeurs. Allez-y, Isidore. Mais le bout de phrase en aucun cas n'empêche pas ça. Il faut dire tout simplement, si on mettait en aucun cas, lui ne peut faire plus de 2 mandats consécutifs, là, ça veut dire que tu peux encore revenir. Oui, là on ne le met pas. Oui, mais on ne le met pas, oui, ça veut dire que c'est ça l'esprit de la loi. Il y a la loi et l'esprit de la loi. Évolue. La loi peut évoluer. Non, permets, tu as parlé. Allez-y. Laisse-moi aller. Parce que il s'était agi de quoi? Quand au niveau de l'élaboration de la Constitution de 1992 et par comment appelle-t-on, le Haut Conseil de la République, on s'est dit que bon, quand Eyadema avait fait plus de 10 ans là, il n'arrive plus à donner le meilleur de lui-même. Et c'est en cela, c'est ça l'esprit de la loi. Que en aucun cas, de parler d'Eyadema en faisant une tu permets, termine, que je puisse terminer. Allez-y, là on perd des secondes. Oui, mais c'est lui qui intervient dans mes propos. Et quand on avait élaboré la loi, et il y avait Palouki Massina, qui faisait partie de la commission, qui était allé souffler à Eyadema que il y a tel élément, même dans le préambule. On avait soumis la loi à l'approbation de Eyadema et Nachaba était là aussi. On a tout changé et on a laissé en l'état. Ce bout de phrase, en aucun cas, lui ne peut faire plus de 2 mandats. Et Eyadema disait à l'époque que lui, il a déjà fait 24 ans et aucun Togolais ne pouvait faire plus que lui. C'est ça l'esprit de la loi. Donc chaque peuple avec ça à son histoire. C'est ce que je voulais rappeler. Parfait. Et cette loi a été refusée par Eyadema qui n'a pas appliqué. Ça c'est de l'hypocrisie. Ça c'est de l'hypocrisie. À demander aux gens à voter. Oui, mais il n'a pas appliqué. Peut-être que toi tu ne savais pas tous les contours de ah oui, tu ne savais pas ces contours. Non, mais il faut être fidèle dans la relation des faits parce que parler d'Eyadema, il n'a pas. En fait, il a accepté la Constitution, il a demandé à ses militants de voter. Sauf que estiment aujourd'hui qu'à la veille, le texte qui a été voté n'a jamais été appliqué. Oui, mais à la veille de la fin de son 2e mandat, c'est en ce moment il a modifié. Oui. Il a modifié avec la bénédiction de l'opposition. Mais en dépit de son parole de militaire. Oui, bon. Il faut qu'on te le rappelle aussi. Que vaut une parole de militaire devant les délices du pouvoir? Devant les délices du pouvoir, la parole de militaire. Voilà les délices du pouvoir. Oui. Et bon, non, j'ai fait. Non, c'est quand il disait quelque chose tantôt que on ne peut pas que c'est parce que Faure Gnassingbé s'appelait Faure et Gnassingbé qu'on lui comptabilise ça. Mais quand même, le mode de dévolution du pouvoir, on sait comment Faure Gnassingbé est arrivé au pouvoir. C'est parce qu'il est le fils de Eyadema qu'on lui a fait allégeance. Ça, on ne peut pas dissocier la gestion du père du fils. Bien. Sinon, tu me rejoins. Mais oui, tu me rejoins. Mais on ne dit pas le contraire de ce que non, c'est ce que on ne peut pas dissocier ce les 50 ans. C'est les Gnassingbé qui ont fait 50 ans. Si, c'est ce que je dis. Parce que le mode de dévolution n'est pas démocratique. Le mode de dévolution n'est pas démocratique. En fait, moi, je voulais. Soit nous sommes dans une monarchie, soit nous sommes dans une république. Isidore, quand j'interviens, okay. il faut écouter. Quand on intervient. En fait, moi, le débat qui s'est installé autour de l'âge, vous parlez de 10 ans, on a 10 ans, on prend. En fait, il y a un âge plancher, un âge plafond dans la Constitution. Donc, logiquement, je crois que ça doit être l'âge plancher. C'est 40 ans, non? 35 bon, 35. Ça a été modifié. Ça a été modifié, voilà. Il faisait partie du comité. Quand vous avez 40 ans et vous accédez au pouvoir, au bout de 10 ans, 50 ans, il y a aussi l'usure du pouvoir. Vous ne pouvez pas gérer. Quand Faure Gnassingbé accédait au pouvoir, il n'avait aucun cheveu blanc dans la tête. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Oui, sur sa tête. Oui, il avait. Tous les cheveux étaient noirs. Mais au premier mandat, deuxième mandat, c'est fini. Actuellement, avec difficulté, vous pouvez retrouver les cheveux noirs sur sa tête. Ça veut dire que gérer un pays, ce n'est pas un jeu d'enfant. Et donc, vous ne pouvez pas gérer 10 ans et avoir encore la force pour dire que je pars et 10 ans après, je reviens. Même si vous faites descendre Jésus-Christ, et il faut aussi vous dire que vous n'êtes pas les seuls. Il y a des gens qui ont le même âge que vous. Il y a vos enfants, il y a vos cousins.
chacun qui a la capacité aspire à diriger le pays. Et donc, quand vous faites les 2 mandats et vous vous en allez, il ne faut plus rêver que vous allez revenir. Quand vous prenez John Kufuor, oui. Juste après les 2 mandats à la tête du Ghana, quand vous le voyez, il est fatigué. Il s'en est allé, mais il est fatigué. Bill Clinton. Il est fatigué. Donc, le pouvoir, Obama. Quand vous finissez, même Obama, après c'est 8 ans, mais Obama est devenu, il a fané, lui qui jouissait, qui pétillait de forme. Quand vous le voyez, il ne ressemble à rien du tout. Donc, moi, je pense que après 2 mandats, il faut quand même que celui qui a eu la chance, parce que c'est une grâce. Oui. Nicéphore Soglo n'a fait qu'un seul mandat au Bénin. Mais là, il ne rêve même plus revenir. Parce qu'au bout de son mandat, là, ce que lui aussi l'a vu, il l'a vu de toutes les couleurs. Donc, il faut que ceux qui aspirent à diriger, nous, on est déjà sacrifiés. Hein, on est une génération sacrifiée. Mais nos enfants ont de la force, ils ont de l'intelligence pour diriger. Et donc, il faut qu'eux aussi, quand ils viendront, ils font 2 mandats, ils s'en vont. Et puis d'autres aussi peuvent venir. Monsieur, merci beaucoup. Je voudrais avoir votre avis sur... le périple de Faure Gnassingbé depuis plusieurs semaines maintenant. Notre président multiple est sorti à l'intérieur du pays. On semble nous dire qu'il est maintenant plus proche des populations. Pour certains, il est en train de ressusciter son mandat social qu'il avait annoncé. Et le week-end dernier, ce qui a retenu notre attention, c'est qu'il était dans la préfecture de Tchaoudjo. Avant, on nous disait que la ville de Sokodé, de Bafilo, ne sont pas sécurisées parce qu'il y a des armes qui sont en circulation, justement. Et vous avez trouvé ça bizarre que le chef de l'État, un matin, se retrouve à Tchaoudjo. Et vous l'avez écrit dans votre journal, Tchakala. Oui, j'ai trouvé ça très bizarre. Alors, et puis je m'étais... Qu'est-ce qui a menti? C'est Yark qui nous a trompés ou qui nous a menti? Non, on n'a pas besoin de sortir d'une école de détective pour savoir que Yark a menti. Non, je le dis, je l'assume. Même si les sorties du président de la République sont entourées de dispositions spéciales de sécurité, mais à un moment, on a menti quelque part. Ou bien ces armes ont été retrouvées entre-temps et qu'on a... On n'a pas daigné nous dire que non, elles ont été retrouvées, ou soit on a laissé le président de la République prendre de très gros risques, parce que les mêmes armes sont dans la nature. Et si c'était quand même sérieux, ces arguments qu'on a avancés pour justifier une mise en quarantaine de manifestations là-bas. Mais à Lomé, nous cohabitons avec les armes. Ça plaît bien à certains, là, ils sortent, ils disent que non, c'est tel coin que je vais aller braquer, ils vont en plein jour, ils braquent. Nous vivons avec ces armes-là. Mais on ne nous a jamais interdit. Donc je crois que Sokodé a été victime d'une situation parce qu'ils ont eu à dynamiter des dogmes. L'intérieur du pays, quand on prenne Mango, qu'on prenne Bafilo, c'est qu'il y a eu un dynamitage avec force de certains dogmes. Parce que certaines villes de l'intérieur sont considérées comme fiefs du pouvoir. À partir du moment où ces villes-là donnent la voix, il faut trouver... Il faut trouver ces prétextes-là, ces petits alibis-là pour justifier ce qu'on est en train de faire. Aujourd'hui, il y a une bonne nouvelle. Le gouvernement dit, bien, les forces de défense replient. Et elles ont replié. Non, on ne pourra que ce chose, parce que la ville de Sokodé devenait exsangue. Cette ville pleine de vie, quand vous circulez, à tout moment, c'est une ville où il y a la vie. Une ville où il y a cet enthousiasme-là, à n'importe quel moment. Mais la dernière fois, même quand le président de la République circulait, il circulait dans une ville fantôme. Moi, je me rappelle, quand le président était allé, il a lancé les travaux de la construction du stade. Il y avait cette osmose-là entre lui et la population. Mais la dernière fois, c'était quelques bribes d'individus qui gravitaient autour de lui. Donc ça veut dire qu'il y avait un problème. Même la vue, même de... Les photos des corps habillés, peut-être ça peut créer aussi la peur en certaines personnes. Donc je crois qu'il fallait quand même que Sokodé retrouve sa vie. Et ça passe par ce acte fort-là qu'on a pris de pouvoir demander à ces bérets rouges-là de replier. Alors aujourd'hui, on nous renseigne que c'est l'autorité qui a... C'est sous son ordre que les bérets rouges étaient à Sokodé, qui pendant des semaines ont tapé la population. Aujourd'hui, on dit, ok, arrêtons, faisons la paix se vend. Déjà frappé. Non, je crois que ce retrait était important parce que nous avons tous déploré le cas de Sokodé. Au-delà de Sokodé, le cas de Mango, de Bafilo. Et aucun Togolais ne devrait être réfugié dans son propre pays. J'estime que ce n'est pas normal parce que la responsabilité de l'État, c'est de protéger ses citoyens. C'est une importante responsabilité. C'est pourquoi
les citoyens ont confié leur sécurité à quelqu'un. Et ça devient un mandat entre cette personne et ses citoyens. Donc, si cette personne doit veiller à ce qu'aucun Togolais ne manque de sécurité et ne soit obligé d'aller dormir. Et encore pire, c'est que c'est causé par les forces de l'ordre qui sont censées les protéger. C'est ce qui, moi, je n'ai pas compris. Heureusement que, voilà, le gouvernement, l'État a compris que ce n'était pas une bonne chose et a demandé à ce que ces forces de l'ordre se reprient. C'est une bonne décision. Maintenant, la question des armes. J'estime, que le chef de l'État, sa sécurité est plus poussée, ou du moins son dispositif sécuritaire est plus poussé que celle du citoyen lambda que je suis, toi et moi, et même celle des leaders politiques de l'opposition. Donc, lorsque une seule arme circule à Sokodé, c'est un danger. Et lorsque l'État dit qu'il n'a pas les moyens de protéger les leaders politiques qui iront là-bas, c'est aussi un message dangereux, parce que ça veut dire que soit ça peut pousser des gens qui soient pour la marche ou non, de sortir, de tirer, qu'on dise que c'est ceux-là qui avaient des armes qui ont tiré. Donc ce sont des... Il faut faire très attention. Et moi je salue la décision des partis, des 14 partis politiques qui avaient annulé les manifestations. D'annuler, parce que c'était des risques que les gens puissent venir les attaquer, même si ce n'est pas ceux qui avaient des armes, qui avaient pris des armes, d'autres personnes pourraient venir les attaquer. On a vu Jikis Olympio qui a été attaqué à Soudou par des gens organisés. Donc maintenant, c'est à l'État d'assurer la sécurité aujourd'hui des citoyens et des marcheurs. On va aller vite parce qu'il est l'heure. Sam, sur la question de Sokodé. Oui, bon. Aujourd'hui, on lève l'état de siège. Bon, si vous l'appelez comme ça, mais moi je constate que c'est les militaires qui se sont retirés. Alors, c'est consécutif à des doléances que vous savez, Fort Gnassingbé était à Sokodé samedi où il a inauguré une ferme à la Matessi. Oui, voilà, à la Matessi. Donc après l'inauguration de la ferme, il est arrivé à Sokodé où il a eu à faire le tour de tous les édifices publics qui ont été incendiés. Oui, vandalisés, tout ça. Voilà. Après cela, il a rencontré les cadres, les jeunes, les femmes et les imams aussi à l'hôtel central. Et au cours des échanges, vous savez que lorsque les militaires sont arrivés à Sokodé, on fouettait les gens sans distinguo. On ne regardait pas que vous êtes militant de l'UNIR, vous êtes militant du PNP. On frappait tout le monde. Tout le monde. Nous-mêmes, nos propres parents ont dû fuir. Déjà frappés. Oui, déjà frappés. Ils ont dû quitter les maisons pour aller se réfugier dans la brousse. Et donc, cette situation avait créé une psychose généralisée. Que vous soyez militant du pouvoir ou militant de l'opposition, personne ne pouvait sortir dans les rues. Et donc cette doléance a été posée au chef de l'État qui a décidé, qui leur a promis que les forces de défense devraient se retirer de la ville de Sokodé. Et avant même qu'ils ne quittent la ville de Sokodé autour de 20h30, ce samedi-là, les convois ont commencé par bouger vers l'endroit d'où ils sont venus. Et donc, moi, je pense que c'est une décision salutaire parce que vous savez que déjà le 6 novembre, le gouvernement avait eu à prendre certaines mesures d'apaisement. Et si aujourd'hui, la ville de Sokodé, les militaires sont partis, il faut aussi que ce soit pareil pour les autres villes, notamment la ville de Bafilo et la ville de Mango, parce que en réalité, on n'a pas de choix. On est Togolais et quand on sent il y a un ras-le-bol, il faut que les gens aient la possibilité de l'exprimer, mais de l'exprimer dans la non-violence. Merci beaucoup. Mais nous apprenons qu'il y a eu des heurts à Tchamba de la manifestation de ce matin. Des heurts entre les populations et les manifestants et les forces de Sokodé, Bafilo, Tchamba et Mango n'ont pas manifesté. Ce matin. Oui. Pour l'instant, on verra demain ou samedi. Isidore, sur le cas de Sokodé. Oui, Sokodé. Non, je ne me suis jamais trompé. J'ai dit que c'est Fort Gnassingbé qui avait détaché les forces, les militaires et les corps d'élite. Parce qu'il est ministre de la garnison. Non, il est le ministre de la Défense. N'oublions pas que le ministère de la Défense est rattaché à la présidence. Bien sûr. Et qu'aucun militaire ne se déploie sans l'ordre de l'hiérarchie. Voilà. Et aujourd'hui, Fort Gnassingbé a donné l'ordre, ils se sont repliés, c'est une bonne chose. Moi, je me suis demandé, est-ce que le Togo a été agressé par un État étranger pour qu'on sorte les militaires?
les gendarmes, les policiers ne peuvent pas faire cela. Non, on a voulu faire endurer des sévices à la population, au thème, c'est ça, je l'avais dit, comme on avait fait pour les gens d'Anéro en temps, parce que on a dit qu'on a caillassé et les postes et aussi le poste de police et autres là. Donc voilà, c'est ça la situation et vraiment c'est très dommage que nous puissions, parce que ne faisons pas du Togo des citoyens de seconde zone comme Mango, Sokodé et Bafilo et Kara. Parce qu'à Kara, tu ne veux pas manifester. D'accord. Monsieur, nous sommes dans une république avant tout. Merci beaucoup Isidore Akola. Je rappelle juste que c'est vous le patron du journal Actu Express. Sam Diabo, le patron du journal L'éveil de la Nation. Tchakala Alirou, le patron du journal Courrier de la République. Et Isidore, Olivier Adja, qui est le patron de l'agence de presse Afripresse. Merci à Adja Prosper qui a assuré la coordination technique. Appelez-moi Eric Gaton. À demain. 93.1 Taxi FM, premier sur l'actualité.